Allez. Donc, on va utiliser les micros. Vous n'entendez pas le son qui revient parce qu'en fait, on enregistre. Parce que la salle est suffisamment porteuse en son. Mais par contre, il faut bien les utiliser quand même. Parce que sinon, à l'enregistrement, on n'aura rien. Et les gens à distance n'entendront rien. Voilà, je précise juste. Donc, merci à tous d'être là. Merci Franck d'être présent. Grâce à toi, on peut commencer. Donc l'objectif, on avait prévu une journée entière Create Work. Aujourd'hui, le monde est rapide, donc on a décidé de décomposer cette journée-là en plusieurs étapes. Et on commence par une première, par une conférence. Évidemment, la création d'entreprises et le développement d'entreprises, mais on ne va pas forcément parler que entreprise comme on l'entend, c'est-à-dire avec un sirène et tous les statuts traditionnels, mais on va parler de création d'activités au sens large. Se créer une entreprise à terme, ça peut commencer par l'auto-entreprise, du portage salarial, de la couveuse. En soi, un entrepreneur est quelqu'un d'engagé qui développe des activités ou une activité, ça dépend un peu ce qu'on fait. Mais par contre, voilà, l'objectif, c'est vraiment de parler de tout ça parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est déjà l'entrepreneuriat. Donc c'est assez large, selon s'il écoute un expert comptable, une couveuse, portage salarial, un accélérateur, un incubateur, il va pas entendre la même chose. Donc on va essayer de décrypter un petit peu tout ça et en même temps d'essayer de vous donner les tendances parce que c'est vrai que l'après-Covid est compliqué, que ce soit dans l'interne des entreprises ou dans la création d'entreprises au sens large, en tout cas sur les formes d'engagement. Et voilà, donc c'est un peu de faire un petit tour pendant 1 heure de ces éléments-là qu'on décomposera tout au long de l'année sur des formats plus focus, sur des thématiques. Mais déjà, on a un petit échantillon des acteurs qui œuvrent sur le monde de l'entrepreneuriat et de la création d'activités. Je vais souvent parler de création d'activités parce que pour moi, en sens, il faut une entreprise, normalement, est vraiment sirénisée et autres, et dans les règles de l'art. Mais c'est pas parce qu'on est en couveuse ou en portage salarial qu'on ne crée pas une activité ou une entreprise à terme où on peut créer une activité. Donc voilà. Euh, on va commencer par mesdames en présentation. Donc je vais faire pas forcément de gauche à droite. Donc, Céline, est-ce que tu peux te présenter en premier? Oui, bonjour à tous. Du coup, Céline Soulier, je suis directrice générale de l'incubateur Belle de Mai. Donc, l'incubateur Belle de Mai accompagne particulièrement des projets innovants, plutôt deep tech, dans le domaine du numérique sur tout le territoire français, même si nous sommes basés à Marseille. Laurence. Bonjour, je suis Laurence Delétante et je suis consultante en entrepreneuriat dans la couveuse PCE, qui est donc une couveuse entreprise. Alors, qu'est-ce qu'une couveuse entreprise? C'est à la fois, pour simplifier, un incubateur, donc une structure qui va accompagner dans la préparation du projet et toute la partie de l'idéation jusqu'à la mise sur le marché. Et c'est également un hébergeur juridique, hein. C'est-à-dire que ça permet, évidemment, une fois que le projet est stabilisé, d'aller le tester sur le marché, donc d'être un véritable entrepreneur, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est pas forcément la phase avant, enfin oui, c'est avant les statuts, mais en tout cas, on peut complètement se lancer, tester son activité, faire du chiffre d'affaires, avoir des clients, et donc on est véritablement entrepreneur, mais sans s'être immatriculé. Donc, c'est vraiment une belle opportunité En gros, on d'être utilise le entrepreneur. sirène de la couveuse, mais on Exactement. a le logo, on facture au nom de l'entreprise. Ouais. Voilà, on a tout ce qui est réel et on peut se concentrer sur son activité. Donc c'est ça ce qui est important. Ouais. Donc la différence, il n'y a pas de portage salarial aujourd'hui, mais le portage salarial, c'est un peu Ça le y même ressemble. système, Oui, absolument. sauf que on est considéré comme salarié. On reçoit des bulletins de salaire avec une prise Oui, de part par celui qui fait le portage salarial. exact. Ça permet aussi de tester une activité. C'est plus souvent des gens qui sortent d'activité et qui restent dans les services qu'ils proposaient avant. On a Mais tous les c'est une autre forme profils. aussi Ouais. d'engagement et une autre forme voilà, Et- de création d'activité. Exactement. Et donc, la différence avec le portage, c'est qu'effectivement, en couveuse, vous gardez le statut que vous avez à l'entrée en couveuse. Donc, si par exemple, vous êtes deux, bénéficiez aussi des avantages de France Travail, et en même temps, vous êtes dans la couveuse. Juste pour finir, PCE, c'est un accompagnement sur l'ensemble du territoire en digital, donc métropole et demi-zone. Et c'est également un accompagnement en présentiel auprès de nos 3 antennes. On en a une à Marseille, une à Aix-en-Provence et une à Paris. Je te laisse te présenter.
Bonjour à tous. Donc moi du coup je suis Vincent Loury, je représente l'initiative Marseille Métropole. Donc je suis là à la place de Monsieur Rouquayrol qui n'a pas pu être présent. Et nous on s'occupe de tout ce qui est financement à la création, à la reprise et à la croissance d'entreprise. Et on va proposer ce qu'on appelle du prêt d'honneur. Donc je pense s'il y a des questions j'y répondrai pour avoir un petit peu plus de détails sur à quoi ça consiste le prêt d'honneur. Et on intervient uniquement sur Marseille et quelques communes aux alentours, dont Allo, Plan de Cuc. Euh, et après, on fait partie d'un réseau associatif, donc on a des plateformes dans toute la France. Mais moi, du coup, je représente l'initiative Marseille Métropole. Merci à toi. Auguste? Bonjour à toutes et à tous. Auguste Marquez, merci Vincent pour l'invitation. Auguste Marquez, je suis ici avec deux casquettes, l'une ayant entraîné l'autre, en tant que chargé de développement. Pas une visible. Donc tu vas le refaire. Non, c'était ma plus belle prise. Alors, La régie nous dit qu'on ne t'entend pas. il n'y a pas d'outil. Là, est-ce que ça marche? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Auguste Marquez, je viens ici avec deux casquettes. La première en tant que chargé de développement et relations extérieures pour la Maïf, l'assureur. Je vais vous parler de comment une entreprise comme la Maïf peut, peut être un acteur qui va accompagner les entrepreneurs sur un certain axe. Et je suis aussi ici en tant que cofondateur de la communauté des engagés, qui est une communauté sur Aix-Marseille, qui est une initiative citoyenne qui a pour objectif de connecter les personnes, les entrepreneurs et les projets à impact positif sur le territoire. Donc, c'est un moyen différent, quelque part, d'accompagner les entrepreneurs à travers ce qui se développe de plus en plus, c'est-à-dire des collectifs d'entrepreneurs qui se sentent isolés ou qui ont un besoin justement de se connecter avec d'autres acteurs qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Merci Auguste. Franck? Le dernier, puisqu'il arrive en retard, c'est ça? Merci à la coque et merci à Vincent pour cette invitation et cette initiative que je trouve intéressante. Franck Arrojo, donc je dirige l'accélérateur M depuis sa création. L'accélérateur M, c'est une structure qui incube, accompagne, soutient au développement des initiatives entrepreneuriales, ou autrement dit des créations d'activités, comme tu l'as si bien dit, dans plusieurs domaines, alors plutôt innovantes, mais il ne faut pas confondre innovation et technologie. Et on le fait aujourd'hui, depuis 2024, sur 4 grandes thématiques, en fait, qui couvrent quasiment tous les champs, hein, quasiment. Une thématique industrie culturelle et créative, c'est certainement le spectre le plus large. Et, Précise parce qu'il y a des gens qui, quand ils sont et industrie culturelle et créative, alors on va y trouver bien sûr tout l'audiovisuel, hein. Et quand je dis audiovisuel, c'est tout ce qui va tourner autour du cinéma, de la captation d'images, du motion design, le son, bien sûr, les effets spéciaux, enfin voilà, tout ce qui va tourner autour de l'image, image animée, vidéo. On va trouver aussi l'e-sport, par exemple, qui est quand même très en vogue, même s'il a du mal à éclore sur notre territoire. On va y trouver aussi du e-tourisme, par exemple, ou les activités liées au tourisme, mais avec toujours en transverse le digital qui vient perturber parfois la chaîne de valeur, donc bousculer les codes et créer des opportunités, parce que c'est comme ça que ça marche. La deuxième, même s'il n'y a pas d'ordre dans nos thématiques, c'est la thématique bleue. Et à juste raison, puisqu'elle nous tend les bras, elle est juste là, c'est la vente bleue. Donc, c'est une activité liée aux activités maritimes, portuaires et nautiques. Une thématique verte, là, ça ne vous aura pas échappé, pour faire simple, c'est la Smart City. Mais je vois Michel Pugliese qui est là, donc c'est aussi l'immobilier, c'est aussi comment on vit mieux la cité ensemble. On va y mettre même de la cyberéconomie et de la cybersécurité là-dedans, dans le vert. Et enfin, la dernière, c'est la rose. La rose, c'est la santé, le bien-être, la prévention et le secours. C'est notre dernière année, elle est née en 2024. On accompagne à tous les stades quasiment aujourd'hui. Avant, c'était au tout début, c'était que de l'accélération, des entreprises qui étaient déjà immatriculées et qui avaient de l'attraction au marché. Aujourd'hui, ça peut être même un projet qui est tout début, qui est même dans les limbes et qui n'aurait pas trouvé sa place chez, par exemple, le Belle de Mai ou d'autres. Et on peut les accompagner pour peu qu'ils soient sur une des 4 thématiques que je viens de citer. Merci Franck. On a fait un peu le tour de tout le monde.
Donc, si on fait un petit constat là sur les dernières années, on va dire que l'après-Covid, c'est plutôt flat, hein, la création d'entreprises. On va dire on a un -1, un +1, et on verra ce que c'est en 2024, mais en gros, on va dire que c'est flat. Il n'y a pas eu forcément une reprise importante de la création d'activités. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est quand même qu'il y a beaucoup plus d'auto-entrepreneurs qui se créent et des freelances. Ça, par contre, c'est une grande tendance. On va dire que si on prenait l'ensemble des créations d'activités, les parts ont un peu évolué, ont même énormément évolué. Et ça a aussi de l'impact dans les entreprises, hein, parce qu'on constate, parler de la communauté d'engagés, on fera un focus, que, bah, y a de plus en plus même de jeunes, d'anciens, qui sont salariés, qui créent leur activité qui veulent à côté créer une autre activité, connexe ou pas, en sachant qu'il y a toujours des limites, hein. Quand on est salarié, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus en création d'activité. Et il y a de plus en plus des formes, on va dire, de partenariat, des fois avec des collaborateurs qui ne sont pas forcément des salariés à temps plein, ou en tout cas sur des statuts spécifiques. Et donc ça, c'est une grande tendance avec bah, toutes les limites aussi de la durée d'engagement de chacun, mais aussi bah, de la retraite, si on parle de retraite à un moment donné, et de statut, parce qu'évidemment, il n'y a pas tout à fait les mêmes conditions et mêmes taxes, et donc les mêmes secours pour chacun. Donc voilà, donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui évoluent sur les statuts d'entreprise, en tout cas sur les créations d'activités. Beaucoup de gens qui se testent aussi avant de créer des free aussi, des couveuses et portages salarial, hein. Il y a beaucoup de départs qui avant la retraite, et donc bah, on sait qu'on a un gros problème en France pour bah, les plus de 50 ans. En tout cas, ce qu'on appelle les seniors. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les seniors, c'est à partir de 45 ans en France. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a une grande tendance aussi pour le plus de 45-50 ans à créer ce genre d'activité ou passer par les couveuses et autres. Il y a pas mal de plans, hein. On parlera du plan Marseille en grand. Franck et IMM pour nous parler et d'autres aussi ils œuvrent aussi, je crois que PCE aussi sur la partie couveuse. Donc il y a pas mal de dynamisme aussi, en tout cas qu'on essaye de faire. On fera un petit bilan un peu intermédiaire de ce qui a marché, ce qui marche moins bien, et puis aussi entre les objectifs et la réalité, des fois il y a des écarts, surtout il y a du temps. Voilà. En termes d'innovation aussi, on fera un petit focus. On a quand même deux acteurs importants de l'innovation à Marseille. Et se dire aussi, quand on parle de start-up, quand on parle d'innovation, bah, ces derniers temps, on va dire qu'il y a pas des changements, mais il y a des évolutions. Ça fait quand même, les French Tech datent de 2015-2016. Donc on commence à avoir un retour un peu, on va dire, des éléments de start-up, de la création de start-up en particulier. Et autant on en découvrait beaucoup au démarrage, mais qui existait, autant aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, et on en parlera aussi. Je pense qu'on peut peut-être parler de Marseille en grand, parce que ça montre aussi sur notre territoire qu'on essaye de mettre un dynamisme, parce que c'est évidemment un territoire dynamique. Alors, qui veut en parler en premier? Parce qu'on a différents steps. Euh, Franck, peut-être dans les détections et autres au démarrage. Parce qu'il y avait plusieurs organismes qui sont portés candidats et qui accompagnent. Ça va être compliqué d'être synthétique, mais je vais essayer de l'être. Marseille en grand, ça parle à tout le monde, le terme. Mais dès lors que, parce que Marseille en grand, ça inclut beaucoup de choses, parmi lesquelles la création d'entreprise pour les 18-30 ans. C'est ça, d'accord? C'est un des volets, parce qu'après, il y a le volet mobilité, le volet école, infrastructure, enfin, il y en a beaucoup de volets dans Marseille en grand. Mais le Marseille en grand, volet entrepreneuriat, c'est essentiellement deux initiatives, les carrefours de l'entrepreneuriat et le capital jeune créateur. Puis s'en est suivi une troisième qui s'est greffée au fil du temps, qui sont les accélérateurs Marseille en grand, qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Les carrefours de l'entrepreneuriat, ils ont été 4 à être désignés carrefours de l'entrepreneuriat. Donc le carburateur, pour ceux qui connaissent, qui est donc sur la Madrague, enfin, pas la Madrague, oui, la rue de la Madragueville, c'est ça. L'EPP, la chambre de commerce avec son Instinct Biz du côté de la rue Saint-Sébastien, d'accord. Et le groupe SOS. Ah non, non. Et à Belle de Mai, au Friche Belle de Mai, la ruche et le Transforama, donc avec l'Union des Couveuses aussi, qui est là-bas, je crois. Et enfin, un cinquième, mais qui est mobile, qui est un bus, mais qu'on n'a jamais trop vu, finalement,
qui était celui du groupe SOS, qui est plutôt basé du côté du cloître. Ces carrefours ont une durée de vie plus longue que les Capital Jeunes Créateurs. Moi, je vais me focaliser sur le Capital Jeunes Créateurs parce que ma structure, ainsi que celle de Céline à mes côtés, puisque tu as fait partie des grands talents de Marseille, hein, tu en as fait partie, même si après, tu n'es pas allé au bout, mais tu en as fait partie. Le Capital Jeunes Créateurs, c'était de faire en sorte d'accompagner des jeunes de 18 ans, 30 ans, habitant Marseille, et puis ils se sont aperçus que c'était dommage de se limiter à Marseille quand on a des conurbations du côté de la Plaine-sur-Yvonne, de Plan-de-Cuc, etc. Donc, Septem, voilà, donc ils ont agrandi petit à petit le périmètre, de leur permettre de les accompagner et de les financer avec une subvention de 3 000 € pour démarrer leur activité. Et là, rentre en scène ce qu'on appelle les financeurs. Et là, ils sont à ma droite. Donc, IMM est un des 3 financeurs qui avait été coopté dans ce projet. Le deuxième, c'était l'ADI, l'Association du droit à l'initiative économique, dirigée par Sébastien. Et le troisième, c'était France Active. Mais les plus gros volumes ont été confiés à IMM. C'est IMM qui a financé le plus gros volume. Ce que je peux vous dire, c'est que les technocrates de la préfecture qui ont pondu les objectifs, non, disons les choses comme elles sont, on est en plus enregistré, autant le dire, ont pondu les volumes qu'il aurait fallu traiter, ils n'avaient absolument aucune idée de la réalité de notre territoire. Ça, c'est la première chose. Le point positif, c'est que derrière l'initiative, il y avait l'ambition de faire travailler ensemble les opérateurs qui étaient déjà sur place. Le plus gros consortium qui s'est constitué autour de la Chambre de commerce a rassemblé quasiment presque tout le monde. Presque tout le monde. À côté de ce gros consortium qui a remporté, on va dire, 2/3, probablement 2/3 des volumes à traiter, et je vais vous donner les volumes, vous allez voir que c'est assez hallucinant, ont existé 3 autres consortiums. Le nôtre, Aix-Marseille Université, Belle de Mai, Accélérateur M, CPME 13 et 100 000 entrepreneurs. L'Union des couveuses. Et le troisième, je l'ai oublié, mais il va me revenir. Il y en a un troisième, ça c'est sûr. Mais il va me revenir. Voilà. Ces 3-là ont traité 300 CJC chacun. 900. L'autre en a traité 1600. 1600 et 900, 2500. Donc les technocrates pensaient qu'on allait pouvoir accompagner 2500 jeunes entre 18 et 30 ans habitant Marseille, créant une boîte, et ils disaient qu'il y en aurait à peu près 40% qui créeraient. Donc 40% de 2500, vous faites les comptes. D'accord. Bon, la réalité, ce n'était pas celle-là. Nos côtés à nous, moi je vais parler de nos chiffres, pour être absolument transparent. Sur les 300 qu'on devait accompagner, 120, on a essayé de les préparer, on devait en amener 120 au financement. Donc c'est bien 40% des 300. Eh bien, on en a eu 52 qui ont été financés. Une grande partie d'ailleurs par IMM, je dois le souligner, et je remercie d'ailleurs la structure. Le reste, c'est un peu ADI, un peu France Active. Donc, vous voyez, 51 pour 120, on n'est même pas à la moitié. La particularité de notre consortium, c'est que, étant donné qu'on était associé à AMU, Aix-Marseille Université, qui était d'ailleurs le leader du consortium, et nous l'opérateur avec la CPME 13, Belle de Mai plutôt sur le sourcing, eh bien, ainsi que 100 000 entrepreneurs, eh bien, c'est que le profil de nos jeunes créateurs d'entreprises, il était plutôt en études. Et que parfois, il est difficile de faire le choix entre poursuivre ses études et créer sa boîte ou faire les deux en même temps. Même si du côté d'AMU, il y a de très beaux dispositifs comme le dispositif Pépite qui permet effectivement d'aller vers ce qu'on appelle le SN2E, le statut national de l'étudiant entrepreneur, et qui peuvent donc, les étudiants, continuer leurs études et en même temps créer et développer les activités de leur boîte, tout en bénéficiant d'un spectre d'avantages sociaux et fiscaux assez intéressants. Voilà. Je reviendrai quand même, je voudrais quand même pas être le seul à parler là-dessus, mais je reviendrai là-dessus parce que exprès, je ne vous ai pas parlé des accélérateurs Marseille en grand, mais il y a quelque chose à dire là-dessus. Et après, un constat qu'on pourrait tirer de l'état actuel du territoire sur cette frange des jeunes. Ok, merci Franck. Si IMM peut nous faire un petit focus sur le...
Ouais, oui, alors pas sur le détail, parce que Franck est toujours très complet. C'était super complet, donc je C'est lui sais qui maîtrise le pas mieux ce en que je général. pourrais rajouter de Non, mais plus. par Après, rapport au financement, oui, c'est qu'on c'est s'occupait. ceux qui t'a amené. Mhm. Combien t'en as eu, toi? Combien t'en as fait de financement? Alors moi, ça va être très compliqué que je vous donne des chiffres exacts. Après, on Fourchette, hein. a ouais, des fourchettes, mais surtout que je ne suis pas en charge de la prime capital jeune, donc je n'ai pas les chiffres. Mais on a beaucoup, beaucoup travaillé et là, on a un rajout en plus de, je crois, une centaine de primes à décaisser. Ouais, c'est ça. Donc oui, oui, on n'a pas arrêté ces derniers temps et ça a été très, très, très intense et parfois très compliqué de pouvoir décaisser toutes les primes. Voilà. Je te remercie. Donc déjà, montrer qu'entre les intentions et la réalité, c'est pas si évident que ça, hein. On ne peut pas décréter en moins d'un an voilà, à créer autant d'entrepreneurs. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a plein de statuts qui existent, qui vont aider à accompagner. Mais bon, voilà, si on avait des visions à 2, 3 ans, 5 ans, ce serait peut-être plus simple d'atteindre des objectifs que, en très peu de temps, parce que bah, c'est pas parce qu'on a envie de créer une entreprise qu'on en a les capacités à court terme. Déjà l'idée, en dehors d'avoir les capacités, compétences, il y a déjà avoir une idée de créer quelque chose. Et en 6 mois, un an, c'est des fois un peu court quand on n'a pas d'idée au démarrage. Oui, mais les programmes, c'était ça, hein. Les programmes, c'était minimum 2 mois. Les programmes d'accompagnement, ça pourrait aller jusqu'à 4, 5 mois, voire 6. Après, on a eu de belles petites histoires, hein. On a de jolies success stories à montrer, à raconter, nous et les autres, parce que même chez les autres consortiums, il y a eu de belles choses qui sont sorties. Pas forcément sur l'innovation, d'ailleurs. Mais puisque j'ai la parole et que tu n'as pas encore basculé à un autre sujet, j'en termine avec le Marseille en grand. Donc, la préfecture, parce que c'était géré directement par la préfecture, a ensuite laissé le bébé à l'UPI pour les accélérateurs Marseille en grand, qui doit être la brique d'après. Comment, en fait, je muscle, je continue à muscler. Sauf que là, je le dis purement et simplement, les yeux dans les yeux avec la caméra, c'est un scandale. Un scandale pourquoi? Premièrement, parce que la première salve, c'était de faire travailler les opérateurs locaux. Eh bien, quand ils ont attribué les accélérateurs Marseille en grand, en fait, ce n'était pas du tout, à part les déterminés, qui étaient déjà ancrés ici, mais depuis peu, eh bien, à part eux, ils sont allés chercher quand même des réseaux qui n'étaient pas ici, comme par exemple MyCréo, les entrepreneurs affranchis, et d'autres, puisque EDLV, c'était la même chose. Ils venaient d'arriver, mais c'était entrepreneurs dans la ville, hein, pour EDLV. Et là, le scandale est encore plus grand quand on s'aperçoit que les missions confiées aux accélérateurs Marseille en grand, en fait, reviennent à faire exactement ce qu'on avait fait. Ce que les Carrefour faisaient et ce que les CJC faisaient aussi. Sauf qu'il n'y avait pas la prime. La prime, elle allait aux accélérateurs eux-mêmes. Parce que des projets en émergence, c'était 5 000 € pour un accompagnement de 6 mois à la structure. Alors que nous, en CJC, on a pris une prime de 1 000 € par accompagné et on devait même partager cette prime avec le financeur dès lors qu'il décaissait une prime. Donc, on ne gardait que 2 tiers des 1 000 €. Et c'était 7 000 € pour, soi-disant, un projet de création d'entreprise. Donc, de l'émergence, c'est je structure ce qu'on faisait. Et je crée, donc en gros, ce que finissait par faire IAMM avec d'autres. Et là, BPI donne 7 000. Donc, je l'ai déjà dit, je me suis exprimé sur les réseaux. Donc, on connaît ma position. Ce n'est pas nouveau. Là où ça devient vraiment intéressant pour le territoire, c'est que moi, je tiens un constat aujourd'hui. C'est qu'on a voulu fabriquer à tout prix de l'entrepreneur, hein, sur la frange 18-30 ans. Et pour ce faire, ben, on leur a presque un peu forcé la main pour certains d'entre eux. Bah oui, mais crée ta boîte. En plus, à 3 000 balles, c'est pas mal. Bah oui, mais c'est une erreur. On n'est pas entrepreneur qui veut déjà. Alors oui, on peut apprendre à le devenir. Mais quand même, il faut déjà un petit bagage pour avoir un peu l'envie, la motivation, l'énergie, l'idée ou les idées. Et apprendre ensuite après à déléguer et à gérer. Et ça peut s'apprendre, effectivement. Après, à force de vraiment créer artificiellement de l'entrepreneur, eh ben, c'est artificiel tout ça. Et aujourd'hui, ben, nous, on le voit dans le flux de candidats, chaque fois qu'on poste des appels à candidature sur nos programmes, d'ailleurs qui n'existent plus entre-temps, parce qu'on a décidé de passer à autre chose, eh bien, la source s'est tarie. Aujourd'hui, ces dispositifs ont un peu asséché le territoire en termes d'initiative entrepreneuriale. On en voit moins. En tout cas, c'est le constat que je fais. Alors, mes collègues ici autour de la table, peut-être, ils font un autre constat, mais j'en vois moins. Peut-être que c'est bien aussi, hein, parce qu'on aura peut-être aussi des projets de qualité supérieure. C'est
pas forcément la quantité qui doit compter. Voilà, je vous ai donné mon analyse du Marseille en grand tel qu'il a été déployé sur le territoire. Merci Franck. Euh, donc là, ça nous donnait un focus un peu de notre territoire qui a été voilà, privilégié, en tout cas bêta-testeur, on va dire, hein, pour des programmes qui normalement doivent passer au niveau national, hein. Je crois que c'est Sabrina Rouvache qui doit transformer cet essai-là sur d'autres métropoles et d'autres territoires. Après, voilà, tu nous as signalé les limites et autres, et notamment le temps, hein, clairement. En dehors des compétences et autres, je pense que déjà rien que l'idée, en 6 mois, 1 an, c'est un peu chaud quand on n'y pensait pas avant. Par contre, il y a plein de gens qui ont des idées, qui veulent tester des choses. Laurence, est-ce que vous, sur ces derniers temps, est-ce que depuis la reprise du Covid, vous voyez plus de monde, moins de monde? C'est quoi un peu la tendance, ou des plus anciens ou des plus jeunes? C'est quoi la tendance? Oui, alors effectivement, depuis le Covid, hein, comme tout le monde, il y a eu un avant et un après. Je dirais que depuis le Covid, ça s'est un petit peu stabilisé. Donc, PCE spécifiquement, puisqu'il existe d'autres couveuses sur le territoire et sur le territoire national également. Donc, nous accompagnons à peu près en file active 200 entrepreneurs, en fait. Donc, c'est une jolie communauté et on est assez stable sur ces chiffres-là. Qui sont-ils? Pour vous donner un peu de détails sur les profils, on l'a dit tout à l'heure, les seniors, donc à partir de 40, 45 ans et au-delà. Ça, c'est vraiment les chiffres les plus importants. Évidemment, ça n'exclut pas l'accueil d'étudiants aussi, hein. On a des personnes qui viennent tout de suite après leurs études pour se tester sur l'entrepreneuriat. On a aussi des retraités. Voilà, qui ont eu un rêve d'entrepreneuriat et un projet en tête toute leur carrière et qui se disent que maintenant c'est le bon timing finalement pour tester ça. Et donc entre les deux, on va accompagner beaucoup d'anciens salariés qui choisissent finalement de partir, de quitter le salariat, souvent en recherche de sens, en questionnement, parfois en rupture avec le salariat. Parfois, les histoires sont plus compliquées, hein, voilà, mais voilà, qui veulent se tester sur l'entrepreneuriat et veulent le faire d'une façon sécurisée. Donc, dans un cadre d'accompagnement, et puis ne pas se lancer tout de suite avec une société, des statuts, une compta. Enfin, voilà, ça, c'est la bête noire, hein, et donc, s'adosse à une structure comme la nôtre ou à d'autres, hein, puisque beaucoup d'autres accompagnent aussi sur cette première partie. Et donc, ils vont venir avec une idée, parfois floue, parfois précise, parce qu'ils ils souhaitent souvent continuer sur leur domaine d'expertise. On n'est pas toujours sur des reconversions, c'est même assez minime la reconversion. Et donc, ils vont souhaiter gagner en autonomie, en liberté, et donc s'expérimenter sur l'entrepreneuriat. Alors là, il faudra aussi être très prudent, hein, parce que la notion de liberté en entrepreneuriat, il faut aussi la travailler. Et tu évoquais des notions autour et Franck également, sur la posture, hein, et la culture entrepreneuriale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler tout de suite, hein. Qu'est-ce que ça veut La dire? gestion des risques. La En gestion fait, des risques, le gestion des risques. mindset, vraiment avoir vraiment un profil particulier et s'attendre à des downs comme à des ups. Voilà, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur un long fleuve tranquille, hein. L'entrepreneuriat, sont aussi des difficultés et donc on doit y être préparé. Et donc, je dirais que ça, c'est une de nos premières missions, tout en accompagnant sur des aspects plus techniques, mais vraiment travailler avec eux là-dessus. Merci Laurence. Il y a un esprit aussi communautaire, hein, à la couveuse. Moi, j'ai créé une Évidemment. structure. Oui, bien sûr. Ça, c'est important. On va aussi à Oui. la couveuse parce qu'on rencontre d'autres gens, on partage Oui. entre pairs aussi. Oui, absolument. Donc, cette communauté des 200 entrepreneurs, là, elle est vraiment essentielle. Donc, la notion de réseau, hein, qui est un autre des fondamentaux de l'entrepreneuriat, est vraiment important. Et on échangeait aussi sur les interréseaux, hein. On crée aussi pas mal d'événementiels autour de ça pour leur permettre aussi d'avoir accès à la communauté intra-couveuse, on va dire, mais également s'ouvrir à l'extérieur parce que sur la durée, c'est vraiment essentiel. Une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est quand même un profil plutôt féminin. Voilà, ça c'est important. Alors, il y a eu un après-Covid où on était sur un 50-50 à peu près. Puis de nouveau, avant le Covid, c'était féminin. On redevient voilà, à plus de 60%. Ce sont des entrepreneurs heureux. Très bien. Ça, on donnera, je pense, un focus sur Céline en ce moment. Elle
une tendance aussi autour de ces sujets-là qui sont importants. On en parlera à ce moment-là. Sinon, je vais digresser sur autre chose. Auguste, bah, en termes de communauté, toi, depuis 2 ans, tu animes avec plusieurs personnes une communauté avec des freelances. Alors, tu ne représentes pas les freelances en tant que tels, mais on sait que, comme pour la partie couveuse, c'est trouver du sens et autres, sortir des précarés. Alors, il y a peut-être un peu plus de jeunes, il y a des anciens, mais il y a beaucoup de jeunes en auto-entrepreneur, peut-être plus qu'en couveuse et autres, parce qu'ils aiment ce côté, on va dire, libre, sans trop de cadre, et puis ils ne connaissent pas forcément les formats d'entrepreneuriat et autres. Est-ce que tu peux nous faire un petit focus là, des profils, des dynamiques et le sens, parce qu'en plus, voilà, ça s'appelle les engagés, il y a aussi des valeurs. Des valeurs fortes, effectivement. Déjà, sur la création de cette communauté, l'idée, du fait de mon activité, je travaille beaucoup sur le territoire, je rencontre beaucoup de monde, je développe des partenariats et la Maïf, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Elle est devenue société à mission, elle porte avec elle elle défend pas mal de valeurs très fortes autour de la responsabilité entrepreneuriale notamment. Et sur le territoire, j'ai rencontré pas mal de personnes, notamment pas mal d'entrepreneurs. Alors, on peut parler de freelance, de solopreneurs, d'auto-entrepreneurs, de micro-entreprises. On va les appeler les entrepreneurs individuels, hein, les très, très petites entreprises. J'ai fait pas mal de rencontres et j'ai pu effectivement constater qu'il y avait de l'isolement, besoin de rencontrer du monde, je ne sais pas trop comment, et besoin de sortir de son cercle. Et faisant partie moi-même, avec la Maïf, de l'économie sociale et solidaire, c'est un cercle qui parfois peut sembler un peu fermé. C'est-à-dire que si on n'a pas ce mode de gouvernance, on ne peut pas faire partie de ce cercle-là. À côté de ça, il y a des entreprises qui sont engagées, mais qui n'ont pas le mode de gouvernance qui permettrait de rentrer dans le cercle de l'ESS, etc. Donc, concrètement, beaucoup de cercles qui parfois sont un peu fermés, alors qu'il y a besoin de s'ouvrir si on a envie d'embarquer de nouveaux acteurs vers de nouvelles pratiques plus responsables, plus humaines, plus sociales, il ne faut peut-être pas leur fermer la porte. Et l'idée de cette communauté, ça a été avec d'autres acteurs forts du territoire, hein, comme l'accélérateur M, comme la CISAM, comme Intermed, Marseille Solutions, voilà, pas mal de beaux acteurs du territoire. On s'est mis autour d'une table et on s'est dit, on va lancer cette communauté et l'idée, c'est de créer de la connexion entre ces acteurs, entre des acteurs qui, en rencontrant d'autres personnes, ça peut déclencher de nouveaux projets. Ça peut accélérer des projets qui sont déjà existants grâce à la combinaison de ces compétences. Et surtout, ça va donner de l'inspiration. Et à chaque fois, donc on organise tous les seconds mardis du mois. Vous êtes les bienvenus, tous. Tous les seconds mardis du mois, on organise un after work qui a pour objectif justement de faire se rencontrer en vrai, parce qu'il n'y a rien de tel, des personnes. Les personnes viennent pitcher leurs projets. Alors, pas pitcher dans le sens qu'on entend avec vraiment un cadre très précis, mais vraiment à la cool, souvent verre à la main, ça permet d'étendre justement les relations et de faciliter un fluidifiant social. Hein. Ça permet d'entendre certains pitchs, de prendre un shoot d'inspiration, d'optimisme et d'envie de continuer, et peut-être même d'envie de coopérer avec d'autres acteurs. Et c'est ça le but de cette communauté. Et finalement, entre entrepreneurs, entre acteurs du territoire, si on fait un maillage de tout ça, il y a des solutions qui existent. Il y a plein de solutions, on est tous porteurs d'une solution, et les mettre en relation, c'est se donner du pouvoir. C'est aussi l'idée de cette communauté, c'est donner du pouvoir au même titre qu'un incubateur va aider, va porter, va booster. L'idée d'une communauté, d'un collectif, c'est ça aussi, c'est donner du pouvoir et donner du cœur à l'ouvrage. Et on voit que toutes ces communautés, il y en a plusieurs qui existent, ou des écosystèmes, on va dire, d'auto-entrepreneurs, freelancers, entrepreneurs individuels, soit un métier ou non. On a reçu, tu étais là, Envie, voilà, qui est aussi un programme d'accompagnement. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses pour professionnaliser un peu aussi ces freelancers, auto-entrepreneurs qui ne passeront pas forcément par le portage salarial ou la couveuse parce qu'ils sont dans du test, en fait, à savoir à se tester eux-mêmes et pas forcément à entreprendre forcément. Ils ne savent pas trop où ils en sont. Hein. Ils ne veulent pas forcément de l'entreprise, mais ils en veulent un peu. Ils sont dans l'entre-deux. Mais en tout cas, il y a des beaux profils
jeunes ou anciens. Parce que là, vous êtes combien maintenant? C'est une communauté avec 400, alors le dernier compte, 430 membres dans la communauté. Donc la communauté existe depuis 2 ans, elle a bien grandi et beaucoup avec le bouche à oreille. Et à chaque afterwork, on a à peu près 2 tiers de nouvelles têtes. Donc ça, c'est top, c'est très actif. Et beaucoup de jeunes, effectivement, beaucoup de jeunes. Et on a parlé des entrepreneurs individuels, hein. L'entrepreneuriat aujourd'hui est porté par cette branche-là. Et on a beaucoup de jeunes qui ne passent pas comme avant par la case entreprise pour se rendre compte qu'en fait, ils veulent pas de ce monde-là. Ils passent directement de la case école à entrepreneur. Ça, c'est aussi une nouvelle tendance. Et dans ces cas-là, ils ont besoin de rencontrer du monde. Et très souvent, ils ne veulent pas passer d'ailleurs par la case un peu institutionnelle, CCI, etc. Ils veulent finalement se tester. Ouais, se tester globalement. Et on le voit aussi dans les écoles, hein, Cage ou autres. Il y a beaucoup de programmes d'accompagnement à la création d'entreprises. Enfin, quand on a fait les écoles de commerce, il y a peu de gens qui créent des boîtes. Là, il y a quand même des étudiants qui créent eux-mêmes leurs boîtes. Tu parlais, Franck, tout à l'heure de Pépite, qui est le programme, notamment à la Muse, d'étudiants entrepreneurs qui se développent de plus en plus. Donc, c'est impressionnant. Alors, dans l'innovation et pas forcément dans l'innovation, parce que l'innovation, on va en parler en particulier. Et avant qu'on passe la main, Auguste, tu nous feras un petit focus de ce que fait la Maïf. Parce que tu parlais de SS. Voilà, les 3 transformations, hein, les sociales, managériales, selon qui on a en face de nous, l'environnemental et le digital, techno. Évidemment, il y a plein de choses qui se passent. Les jeunes veulent innover, mais dans le sens faire autrement. Ce n'est pas forcément innover R&D, hein. Il y a très peu de R&D en France. On fera un petit focus avec Céline. Mais voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses, et notamment dans le SS, ce que tu disais, c'est des statuts un peu complexes qui doivent s'ouvrir parce que les gens ne le connaissent pas. Et même c'est un monde des fois un peu aussi dans son monde, pas toujours facilement connectable. Est-ce que tu peux nous faire un petit focus sur l'innovation que la Maïf essaye d'apporter, toi, au niveau local, mais aussi qu'au niveau national, il y a quand même beaucoup de choses qui se font aussi. Oui, alors l'histoire de la Maïf avec l'entrepreneuriat, déjà c'est un peu ancien puisque la Maïf est le premier assureur depuis très longtemps des associations en France. Il ne faut pas oublier que ce sont aussi des personnes avec un mindset d'entrepreneur qui se lancent dans cette aventure. Donc, premier assureur des associations, on n'assurait pas les entreprises. Et notre première idylle, notre première histoire d'amour avec les entreprises, c'était avec les startups de l'économie collaborative. Et par exemple, on a été le premier assureur de Blablacar. On est toujours potes avec eux, hein, sauf que quand ils sont partis à l'international, la Maïf, elle est nationale, hein, on ne pouvait pas l'accompagner. Et on a accompagné ce mouvement de l'économie collaborative et on s'est rendu compte qu'il y a une énergie créatrice juste énorme. Un levier, les entreprises et les entrepreneurs sont de véritables leviers de transformation et de transformation comme on l'entend, enfin comme on aimerait en tout cas, c'est-à-dire pour un monde meilleur, pour un mieux commun. Et c'est dans ce sens-là que Maïf s'est ouvert à l'assurance des entrepreneurs, d'abord par les entrepreneurs individuels, ça fait que 5 ans, et ensuite par les entreprises avec salariés depuis 2023. Donc vous voyez, c'est très récent. Et on a voulu créer donc des assurances comme d'autres assureurs le faisaient, mais on a voulu le faire avec notre coloration, avec notre façon d'être, avec notre raison d'être. C'est-à-dire que la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut assurer, certes, être au plus près des besoins, mais aussi accompagner un mouvement. Et ce mouvement, c'est celui en fait des entrepreneurs engagés ou de l'économie responsable. Et à ce titre, en fait, on a des programmes, on a par le biais de partenaires comme Lucie, le label Lucie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un label de RSE, avec Goodwill Management, et en local avec des partenaires locaux, de façon à, et c'est comme ça que la communauté est engagée et aussi née, de façon à accompagner les entrepreneurs vers une voie plus responsable. Et d'ailleurs, ça fait sens avec, on parlait du Covid. Le Covid, ça a été un choc de prise de conscience de beaucoup de salariés aussi, de vouloir finalement retrouver du sens dans leur activité. Et donc, finalement, s'ils ne le retrouvaient pas dans leur entreprise, ils voulaient justement se réaliser à travers l'entrepreneuriat et un entrepreneuriat dans lequel ils ont du sens. Et on retrouve beaucoup d'entrepreneurs qui vont dans ce sens-là. Je pense notamment à Social Déclic, qui est aussi un collectif d'entrepreneurs engagés et pour lesquels ils voient l'entrepreneuriat comme uniquement une façon de travailler avec des entreprises engagées ou mettre de l'engagement dans leur façon de réaliser leur activité. Donc voilà, il y a vraiment un mouvement qui est là et Maïf a vraiment envie d'accompagner ce mouvement. Ouais.
T'as oublié, vous avez aussi un coworking à Vitrolles, Oui, c'est vrai. ce qui est plus éloigné, on va dire, au premier abord, mais sur cet esprit communauté, d'aider, d'accompagner, c'est important. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est pas que vendre des assurances, entre guillemets, Tout à au fait. contraire, c'est d'accompagner, et s'il y a de l'assurance, c'est encore mieux. En fait, au moment où on a créé cette assurance pour les à l'époque, les auto-entrepreneurs ou micro-entreprises, enfin, peu importe, au moment où on a créé cette assurance, tout de suite, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut accompagner autrement qu'avec l'assurance? Et c'est là qu'on a voulu expérimenter. Donc, c'est unique en France, pas le coworking, on est d'accord, mais c'est unique à la Maïf d'avoir un espace coworking dans ses locaux. Et donc, à Vitrolles, on a créé un espace coworking dédié aux indépendants. Et cet espace coworking, c'est certes un lieu pour accueillir de belles personnes, hein, comme tes équipes, mais aussi c'est un lieu où on anime en fait des ateliers. L'idée, c'est d'être un carrefour de compétences, de façon à apporter du contenu, de façon à faire se rencontrer. Ce soir, notamment, il y a un after-work sur le lieu tous les mois, et on veut vraiment faire de ce lieu un carrefour pour les entrepreneurs qui y trouvent de la compétence, de la coopération et qui se sentent bien et entourés. Et ça aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est un boost pour aller de l'avant et se sentir fort. Et ils en ont besoin. Merci, Auguste. Céline, on parlait de transformation, innovation. Alors, c'est sûr qu'il y a 5-10 ans, on parlait surtout de digital et de technologique. Et l'incubateur Belle de Mai vient de ce monde-là, même au-delà des 5-10 ans. Est-ce que voilà, tu peux nous faire un petit focus sur les transformations, l'innovation, et notamment par rapport à tes sujets que tu portes, hein, parce que tu es un des incubateurs historiques de notre territoire. Ouais, nous, ce qu'on voit avant tout, du coup, par rapport aux différents sujets, où on voit plus d'auto-entrepreneurs se lancer comparé au lancement d'entreprises qu'on dit commerciales, hein, du coup, SASU, etc. Nous, ce qu'on constate, mais c'est bien aussi, hein, ça nous challenge, c'est que du coup, l'entrepreneur est beaucoup plus exigeant. Bon, c'est arrivé aussi avec la multitude de structures d'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, on se doit, nous, d'être encore plus à la pointe en termes d'accompagnement, encore plus à jour sur les nouvelles formes de modèles économiques. Donc, parce que quand on accompagne des entrepreneurs dans ces segments-là, innovation technologique, lien avec la recherche publique, avec des programmes de recherche et de développement qui ne leur permettent pas de générer du chiffre d'affaires forcément dans l'immédiat, il faut tout de suite trouver d'autres alternatives à la fois au financement et aussi de nouveaux modèles économiques. Donc nous, c'est sur ces sujets-là en fait qu'on reste à la pointe, à la fois sur les technologies. Donc là, nous, ce qu'on voit arriver, c'est le quantique, hein. L'IA, on le met un peu déjà derrière, hein. On en a beaucoup, mais on est déjà en train de regarder le quantique. Évidemment, la cyber, les questions de la cyber et du quantique, hein. Quand le quantique va arriver, qu'est-ce qu'on va avoir? Question cybersécurité. Parce que quantique, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est en fait. Alors, je ne suis pas une experte du Non, quantique, mais expliquez de manière mais simple. de manière... Juste le chat. En gros, ça va permettre en tout cas de générer une multitude de calculs en simultané et ça va permettre donc du coup d'accélérer fortement euh, les sujets autour de l'informatique. Mais on est sur un autre champ. La question sur le quantique et le cyber, c'est un sujet qu'on a sur le territoire. Le quantique, on l'a pas forcément en région sud, hein, c'est plutôt au niveau national et international. Mais la question du quantique et du cyber, c'est comment est-ce qu'on va réussir à protéger les entreprises si demain on a des ordinateurs qui sont capables de casser tout ce qui va être la crypto. De crypter nos mots de passe, etc. Et donc, c'est des sujets qu'on a sur le territoire et qu'on regarde et on sait qu'on va avoir des entreprises sur ces sujets-là. On a un campus cyber qui est en train de se développer sur le territoire. Donc, au niveau de l'incubateur Belle de Mai, voilà, on va être vraiment à la fois à la pointe sur la question de technologie. On n'est pas juste une question d'état de l'art, mais nous, on essaye de voir le coup d'après, quels vont être les entrepreneurs qui vont arriver demain pour créer cette nouvelle entreprise, et à la fois sur la problématique de trouver les bons financements pour que ces entrepreneurs puissent tenir suffisamment longtemps avant d'accéder à leur marché. Et ils nous demandent d'être encore plus, enfin, ils sont encore plus exigeants vis-à-vis de notre offre d'accompagnement,
puisque eux-mêmes sont l'équivalent de l'excellence en termes de porteurs de projet. Donc, on est un petit peu sur une tendance à part et on se rend compte malheureusement, nous, on ne dit pas que c'est flat, hein, on dit qu'il y a quand même un tarissement de porteurs de projets qui ont de l'ambition, avec une ambition à l'international, avec l'envie de créer des entreprises capitalistiques sur lesquelles ils vont céder des parts. Mais aussi, on a une communication par ailleurs, après le boom de la French Tech, on a une communication sur le fait que les investisseurs sont moins présents, il faut d'abord faire du chiffre. Donc, on a quand même un sujet qui est délicat et il faut qu'on réussisse à faire mailler les organismes bancaires, beaucoup travailler avec la BPI, travailler les organismes de recherche et également les structures d'accompagnement. Quand je disais que c'était flat globalement. Après, le ratio du type d'entreprise, notamment sur l'entreprise individuelle, a largement augmenté. Donc, Franck nous fera un petit focus aussi sur la techno et le digital. Mais effectivement, on sait que au démarrage de la French Tech, on a découvert des entreprises qui existaient déjà ou qu'on a appelées start-up, mais avec une définition, on va dire qu'elle avait déjà une dizaine d'années et que normalement, elle n'aurait pas dû être start-up. On avait donc un fort volume. On a entretenu aussi un écosystème d'accompagnateurs. Faut être clair, il y avait beaucoup de financement. Aujourd'hui, comme tu dis, Céline, ils se tarissent parce qu'on a un peu financé beaucoup de choses et que ça ne prend pas forcément le gap à chaque fois. Et que, bah, quoi qu'on en dise, créer une entreprise, qu'elle soit start-up, freelancing ou autre, c'est s'engager à développer l'activité et pas forcément à revendre sa structure derrière, en fait. Donc clairement, hein? Ouais. Ben, et non, là, on a tous des piles. Ça marche. Merci. Euh, oui, donc en fait, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, donc c'est un peu, ça c'est un peu tari et on va dire qu'on est plus exigeant. Mais je pense que ça va dans le bon sens du terme aussi. On a vraiment accompagné et financé des structures qui étaient des reproductions de création. Il n'y avait pas forcément beaucoup on va dire, de positionnement et autres, et des différenciations. Et surtout, on tombait quand même beaucoup sur des créateurs qui n'étaient pas forcément des chefs d'entreprise et qui avaient du mal, quand ils touchaient de l'argent, à maîtriser tout ça. Donc, c'est vrai que c'est assez large. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Franck, à ton niveau, parce que tu es dans le step d'après de Céline, après l'incubation. Je l'ai précisé tout à l'heure, on était à la naissance dans le step d'après. D'ailleurs, pendant qu'on a testé les premiers programmes, on a même fait des co-incubations. D'ailleurs, on a une très belle, il faut le dire, hein, on a une très belle réussite. C'est Bitstack, qui a été exactement co-accompagné par Belle de Mai et par nous en même temps. Comme quoi, la complémentarité peut aussi exister. Bitstack, c'est une entreprise donc, créée par Alexandre Roubaud, qu'il avait créé ici, mais il a maintenant transposé à Paris. Il a intégré le plus grand incubateur du monde, qui est YC, Y Combinator. Sa promesse, en tout cas sa proposition de valeur, c'est vous faire économiser de l'argent, vous faire épargner, pas économiser, pardon, épargner de l'argent quand vous faites des achats et que vous arrondissez au supérieur, et cet argent, quand vous arrondissez au supérieur, il va sur un livret en Bitcoin. Voilà. Et comme le Bitcoin, ça ne vous a pas échappé, même s'il y a quelques temps, il avait baissé jusqu'à 12 000, il est à 65 000 actuellement. Donc voilà, dollars, j'entends. Alors, ça, c'est pour les success stories. Mais avant, on en avait une autre qui était Calisée, qui était passée par Belle de Mai il y avait déjà quelques temps et qui était repassée ensuite par chez nous pour effectivement essayer, expérimenter un programme d'accélération. Mais j'ai bien dit tout à l'heure en présentant la structure qu'aujourd'hui, on peut aussi prendre des projets qui sont vraiment, comme on dit dans le jargon, très early stage, donc vraiment très, très en amont. Pour peu que justement, ils ne correspondent pas aux critères d'éligibilité de Belle de Mai ou de Impulse ou d'autres. Alors, je vais commencer par tacler quelques idées reçues ou quelques contre-vérités. Quand on dit flat ou pas flat. La création d'entreprises en France, elle est quand même très vivace. Moi, tout à l'heure, j'ai fait un constat ici très territorial sur le terreau qui s'est un peu asséché, notamment dans la frange des 30 ans. Mais revenons aux chiffres, clairement. 2020, et Covid. 2020, 850 000 créations d'entreprises. D'accord. 2021, on n'est pas encore complètement sorti du Covid, 995 000. 2022, 1 066 000. D'accord.
Et 2023, petit tassement, 1 55 000. Parler des 2 dernières années, parce que c'est difficile d'analyser les années 2020 et 2021, en sachant qu'il y Non, a des gens qui avaient du mais on est en progression constante. Moi, pour connaître la création d'entreprise depuis les années 2000, où j'ai intégré la Chambre de commerce et j'ai accompagné des projets de création d'entreprise, mais alors du plus simple au plus complexe, je peux vous dire qu'on a grandi tout le temps. D'ailleurs, celui qui a mis le feu aux poudres, il s'appelle Renaud Dutreil, hein, quand il a fait Dutreil en 2002, je crois, 2001, 2002, par là, ou 2002, 2003. Quand on pouvait créer sa société à 1 euro, vous vous rappelez, parce qu'avant, on ne pouvait pas le faire. Ah, ça a commencé, puis après, auto-entrepreneur, puis micro-entrepreneur. Ce que j'ai juste oublié de vous dire, c'est qu'en 2017, dans les créations d'entreprises, 48% c'était des micros. En 2023, là, c'est 63%. Donc voilà, on est à plus de la moitié aujourd'hui de micro-entreprises. C'est ça qu'il faut retenir. Donc le soloprenariat, l'entrepreneur individuel, comme Auguste, tu le disais si bien, c'est aujourd'hui la grande tendance. Et ce n'est pas l'apanage des jeunes qui sortent des écoles, c'est aussi les seniors qui ont envie de se créer une deuxième vie ou une vie à côté. des fois un peu obligés aussi de créer une activité parce que ils sont mis sur le banc du monde du travail aussi, hein. Sur le... Mais est-ce que c'est pas la mutation du monde du travail, ça, justement? Est-ce que c'est un sujet, pardon. Je ne vais pas spoiler. Je ne vais pas spoiler. Non, non, c'est en fait qu'il y a des évolutions. Ah ouais. Après, sur l'innovation à proprement parler, et si on ramène l'innovation vraiment à l'innovation technologique, puisque Céline a évoqué la deep tech, oui, là, il y a des sauts technologiques. On est très loin de ce qu'on appelait, il y a encore quelques années, la loi de Moore, où tous les 18 mois, on multiplie par 2 la capacité des microprocesseurs à calculer. Aujourd'hui, c'est des sauts, mais c'est des sauts. Et je ne parle pas de la cheap AI, hein, et encore moins de la générative. C'est vraiment le quantique va nous faire sauter dans un univers qu'on méconnaît totalement, si ce n'est aujourd'hui les chercheurs qui sont encore en train de faire des mises au point autour de tout ça. Cependant, c'est les us et coutumes et c'est les comportements qui ont vraiment changé. Et aujourd'hui, ce qui est plutôt à mettre dans la colonne des plus, c'est que finalement, c'est possible pour tout le monde. Je veux dire, tout le monde peut créer sa boîte aujourd'hui. Il y a eu cette démultiplication des structures d'accompagnement, alors parfois peut-être pas très euh, euh, j'allais dire pas très pertinente parce que il y a des chevauchements. Bah, oui, il y a des structures qui font à peu près la même chose et parfois elles devraient plutôt le faire ensemble que le faire séparément. Mais pour autant, la France, il faut qu'on se le dise, hein, c'est quand même aujourd'hui. Alors, il y en a qui vont la classer, et Monsieur le Président de la République le dit comme ça, la Startup Nation. Moi, je ne vais pas parler de Startup Nation. Je vais juste vous dire que c'est aujourd'hui en Europe le pays le mieux placé pour créer sa boîte, quoi. Parce que vous pouvez être aidé à tous les niveaux. Aider, ça ne veut pas dire prendre des subsides, hein. C'est pas ça que ça veut dire, hein. Ça veut dire être accompagné, trouver la bonne structure qui va vous soutenir, qui va faire un petit bout de chemin en vous tenant la main ou en vous montrant la bonne direction. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai critiqué BPI tout à l'heure en disant qu'il y a eu ce scandale, mais je veux aussi rétablir une certaine vérité. BPI, qui a été créé sur le gouvernement Hollande, hein, enfin oui, Hollande, BPI, c'était la réunion déjà de structures qui existaient par ailleurs. Aujourd'hui, c'est un molosse, c'est un truc, c'est tentaculaire. C'est aussi grâce à leur action, qui d'ailleurs porte le nom de Entrepreneuriat pour tous, donc ça porte bien son nom, et l'argent et les moyens qu'ils y mettent, qui aujourd'hui a permis ce mindset national de la création d'entreprise, et où on voit que ça continue à progresser, progresser, progresser. Après les tendances sectorielles, là, on pourra peut-être revenir, et peut-être que mes collègues autour de la table ont d'autres choses à dire. Ça marche. Merci, merci Franck. Oui, on voit que tout évolue, que ça va très vite, qu'il y a besoin d'engagement. Tu parlais un peu des changements aussi, hein. On a une société qui est en train de changer. Il y a sûrement à générer notamment ces doubles ou triple étages entre des gens qui s'engagent individuellement, mais qui travaillent quand même avec d'autres sociétés parce qu'un individuel, malheureusement, il ne peut pas survivre lui-même tout seul. Donc, il a besoin d'un écosystème, on en a parlé, mais sûrement qu'il y a des moyens ou des méthodes à mettre en place pour un peu mieux créer des coopérations entre ces différentes structures pour que tout le monde soit protégé de la même façon, hein, parce que clairement, un grand problème des individuels, c'est que la protection sociale à terme, elle est compliquée, et notamment voilà, de sécurité, de retraite et autres. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont compliquées selon ce qu'on évolue. Quand on doit faire un prêt,
Voilà aussi, déjà qu'entrepreneur, ce n'est pas forcément évident quand on va voir sa banque pour faire un prêt individuel, alors auto-entrepreneur, c'est encore pire. Voilà, donc beaucoup de tendances. Une tendance aussi, Céline, c'est l'engagement féminin. On parlait voilà, dans les petites structures et autres. Je rêve du chiffre qui sont chez PSE. Nous, malheureusement, aujourd'hui, on est à 100% d'hommes. Voilà. Allez, j'arrive des fois à avoir un 10% de femmes. Aujourd'hui, on essaye d'élargir un petit peu et d'être opérateur d'autres programmes, hein, French Tech Tremplin, etc. Mais qui pousse à accompagner tout le monde, hein, comme tu disais. L'idée, c'est de dire à tout le monde. Mais on constate quand même, sur tout ce qui est technologique et numérique, ça reste quand même très masculin, même si les programmes sont ouverts, même si on a essayé de faire des programmes encore plus largement ouverts avec un programme qui est financé par le Fonds social européen qui s'appelle La Manufacture, où on est très en amont sur l'envie d'entreprendre plus que vraiment la création d'entreprise. On constate quand même une majorité de garçons. Alors, pour ma part, personnellement, étant une fille qui vient de la tech, puisque c'est ma formation initiale, je vais essayer de voir de quelle manière est-ce qu'à l'incubateur, on peut réussir à avoir un petit peu plus de femmes, mais je crois que ça part du primaire, quoi. Oui, on sait qu'il y a beaucoup d'initiatives en ce moment, hein, que ce soit dans l'enseignement et la formation, parce qu'en fait, on constate qu'au niveau bac, il n'y a pas forcément ce ratio-là. Et en fait, on ne sait pas pourquoi les femmes, à partir du bac, même si elles ont fait des études scientifiques, elles basculent dans d'autres domaines pour différents, voilà, a priori aussi potentiellement, mais aussi voilà, par des problèmes. Après, on a des initiatives parisiennes, parfois, qui nous arrivent, qui sont sympas. Il y a Systémique, le forum qui s'est passé la semaine dernière. Et pour le coup, il y avait vraiment 400 jeunes filles et garçons, puisqu'il faut impliquer évidemment les garçons pour leur faire comprendre que les filles, elles peuvent être partout. Et c'est vrai que c'était vraiment une bouffée d'air frais d'avoir. Alors, effectivement, c'est un forum qui est à la base parisien, mais qui est national, de les voir sur le territoire et de se rendre compte que les écoles, du collège jusqu'aux écoles d'ingé, étaient hyper impliquées pour inciter les filles déjà à aller dans la tech, dans les sciences et d'envisager l'entrepreneuriat comme une voie largement possible et l'entrepreneuriat technologique encore plus. Ouais, il y a beaucoup d'initiatives. Alors, il y a des choses qui existent, hein. On a les premières ici, notamment en structure d'accompagnement féminin. Il y a beaucoup de réseaux féminins aussi, hein, voilà, potentiels aussi. Stéphanie Ragu de Made in Soft focus beaucoup sur le numérique et notamment voilà, avec les organismes réglementaires pour faire que les femmes aussi soient plus dans le numérique, mais même dans l'engagement, hein. C'est-à-dire, on voit beaucoup parler d'auto-entreprise, dans les associations, beaucoup de femmes. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat plus classique, pareil aussi, on voit que ça s'améliore, mais il y a aussi un retard. Et donc, bah, voilà, nous, on a eu beaucoup de programmes et on aura encore la PEC, beaucoup de programmes aussi pour inciter dans la reconversion, notamment des femmes, à créer des entreprises. Parce qu'en fait, il y a quand même un ratio euh, qui n'est pas le représentatif des capacités et des compétences de chacun, et notamment au niveau diplôme. Au niveau IMM, même IMM se transforme parce que finance la création d'entreprises, tu disais les prêts d'honneur et autres. Là, on a eu tout à l'heure notre ami, merci Céline de nous avoir accompagnés. Tu as des engagements et merci à toi d'avoir été présente. Même IMM se transforme parce qu'on a eu Jean-Marc tout à l'heure qui nous a fait une petite interview qui a pu passer ce matin, qui nous expliquait que, voilà, que vous vous positionnez avec BPI, il y a pas mal de programmes sur l'accélération aussi. Voilà, est-ce que tu peux juste nous donner un peu les perspectives d'évolution de d'IMM de manière succincte? Après, là, on a mis en place pas mal de nouvelles choses, de nouveaux dispositifs à IMM. Notamment, je pense aussi au dispositif Impact. Je ne sais pas si vous avez peut-être passer le dispositif qu'on met en place justement donc c'est tout un accompagnement de projets sélectionnés qui ont un impact, que ce soit environnemental, sociétal, et on essaie donc de mettre en avant un peu l'engagement des entrepreneurs. Et après, oui, avec la BPI, il y a pas mal de choses qui vont être mises en place, mais là, c'est encore en pourparlers. Donc, oui, au niveau de l'accélération, Me disait Jean-Marc, c'est qu'en fait, on voit, même toutes les structures, hein, c'est qu'on voit que financer, c'est une chose. Il y a des structures comme Franck ou d'autres qui accompagnent à la création d'entreprises et que, en dehors du côté réseau aussi, hein, vous avez créé des ateliers. Donc, on voit quand même que entreprendre, c'est pas juste donner de l'argent, c'est pas juste donner les billes de positionnement, c'est vraiment dans la durée. Et donc, bah, c'est très, très bien que toutes les structures
comme disait Franck, s'améliore. Il y a des fois des redondances. Ce qui serait bien, c'est qu'on travaille plus tous ensemble pour avoir des cohérences et surtout des grilles de lecture. En tout cas, nous, on va essayer pendant cette prochaine année avec tous les formats d'essayer de faire comprendre à chacun les différents steps parce que c'est pas évident. Il y avait Céline, mais avec Franck aussi sur l'innovation, on dit voilà, on est dans l'innovation, faut aller dans un incubateur. C'est pas forcément le cas. Qu'on ait besoin d'un accélérateur à un moment, oui, mais même les accélérateurs s'ouvrent à d'autres domaines que juste l'innovation pure. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas assez. Les structures couveuses, portage salarial, auto-entrepreneurial et autres, on connaît quelques biais, mais on ne sait pas forcément comment ça existe, comment on peut le faire. Et donc, de ne pas forcément créer tout de suite une entreprise. Hein, on voit des gens en dehors de l'auto-entreprise qui créent une entreprise, un expert comptable et autres, et qui n'ont pas grand-chose. Il y a quand même beaucoup de formes avant de créer son entreprise et autres. Ça permet de se tester aussi, de savoir si on a les capacités. On parlait de startups qui ont des levées de fonds. Voilà, il y en a qui sont brûlés les ailes hein, à partir du moment où ils ont eu des sous. Ils ont eu du mal à manager. On a une belle pépite sur X. C'est Islabs, maintenant je n'ai plus le nom. Ouais, qui a changé de nom. Voilà. Et Pierre-Emmanuel est quand même quelqu'un qui a senti au niveau capacité, qui n'avait pas les capacités de faire grandir encore plus son entreprise avec les levées de fonds et qui a engagé une CO qui vient du monde de l'énergie. Hein. C'est ça, entreprendre, justement. Entreprendre, c'est à un moment donné connaître bien ses limites et pousser le relais. C'est de l'intelligence entrepreneuriale. Donc là, c'est les postures. Je crois que Laurence, tout à l'heure, on parlait très bien. Le mindset, à un moment donné, oui, j'ai fait naître le truc, je l'ai incubé, j'ai réussi à le. Voilà, c'est le petit embryon qui a grandi, je l'ai accouché, mais après, je n'arrive pas à l'élever, quoi. Donc, oui, il faut le laisser à quelqu'un d'autre qui a un autre background, un autre réseau, d'autres connaissances, d'autres compétences, euh, obligatoirement. Mais, et puisque j'ai le micro, j'en profite. Euh, Là-dessus, elle est partie, mais on parle tout à l'heure d'entreprise, de solo, machin. Là, vous aviez quand même trois structures, c'est des assos. Hein. Pourtant, on fonctionne comme des entreprises. Hein. Donner de l'argent, c'est pas très vrai. Hein. En fait, ils prêtent. Hein. Ils prêtent. Hein. Ils donnent pas. Et elle aussi, elle prête. Hein. Et rarement, ils donnent quand même. Hein. Donc, il faut rembourser. Vous savez, c'est comme CTLM ou autre, hein, sans faire de pub gratuite. Là. Mais un emprunt, c'est fait pour être remboursé. On s'engage à rembourser. Bon, voilà. Là, c'est pareil. Même si il y a le mot magique honneur. Et le mot magique honneur fait que si vous êtes pris le mur, on efface l'ardoise. Ça, c'est magique. D'accord. Hein, c'est comme ça que ça marche. Je vais vous dire ça. Et je voulais, mais je laisserai la parole évidemment à Laurence, je voulais souligner la particularité de la structure PCE. Parce que ce en quoi je crois, moi, c'est justement l'évolution des gouvernances des structures, qu'elles soient commerciales ou pas. Quand je dis qu'on est des assos, les assos aujourd'hui, c'est aussi une manière d'entreprendre. Moi, je considère que l'accélérateur, c'est une start-up. Hein. Moi, je trouve que c'est une association en 1901, considérée non-profit organization. D'accord. Là où ils ont fait fort du côté de PCE, c'est qu'ils ont su se transformer. Alors, je regrette tout simplement, et Benoît sait très bien ce que j'en pense, que ça reste une scope. Et puisqu'on a parlé de l'ESS, des us et autres, enfin, le cercle assez fermé de l'économie sociale et solidaire, souvent, on ne pourra rentrer dans ce cercle-là que si effectivement on a une scope, ou au mieux une SCIC, hein, qui est la Société coopérative d'intérêt collectif. Mais personnellement, alors, la vraie révolution, elle est là, c'est-à-dire que finalement, c'est une gouvernance partagée. Au départ, elle est partagée entre ceux qui gèrent la structure, mais elle peut devenir partagée.
Oui, merci Franck. Voilà, c'est ce qu'on appelle, enfin, communément, comme les termes un peu qui peuvent être bullshit, mais d'avoir un véritable impact et pas dans un impact vraiment juste en environnement et autres. C'est vraiment avoir l'impact globalement au niveau social, au niveau de ses collaborateurs, au niveau de son écosystème, de son territoire. Et que c'est créer une vraie expérience aussi pour ses clients. C'est pas forcément aussi juste vendre des services et des produits pour gagner de l'argent. Voilà, c'est avoir créé une expérience qui a de l'impact pour notre société au sens large du terme. Si je peux donc rebondir, et merci de cette précision, effectivement, de transformation de PCE qui était une association et qui est devenue donc une SCOP. Pour précision, on existe depuis 1999. Donc, cette idée d'engagement sur le territoire, elle est bien présente. Et je pense que c'est important, effectivement, d'insister sur nos responsabilités en tant que structure accompagnante à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs choses qui ont été dites, notamment l'effort que l'on doit faire entre les structures pour mieux travailler ensemble. On le doit aux personnes qu'on accompagne, on le doit aussi au territoire en termes de restitution de ce qu'on a pu avoir dans un premier temps. On le doit aussi, et c'est cette responsabilité-là, chez PCE par exemple, c'est le fait d'être nous-mêmes des entrepreneurs. Et de travailler cet aspect-là aussi de notre accompagnement pour bien connaître les personnes qu'on accompagne. C'est aussi s'engager sur l'égalité homme-femme. C'est aussi s'engager sur et comprendre, être aussi évoluer avec la société sur les aspects climatiques, transition écologique, etc. Parce que dans nos accompagnements, il faut qu'on soit, nous, complètement au fait de ce qui se passe et qu'on accompagne correctement les projets qui vont tous devoir aussi intégrer toutes ces données-là. Voilà, donc ça passe par beaucoup de choses et j'aime beaucoup cette idée de responsabilité en tant que structure, individuellement et collectivement. Donc ça, c'est vraiment important. Merci Laurence. Je pense qu'on va passer aux conclusions. Alors, est-ce que pour toi, cette orientation que tu nous as faite là, c'est un peu ta conclusion Oui. Voilà, ou c'était un message à passer pour des gens qui, même ont une entreprise. Moi, clairement, on va travailler beaucoup là-dessus. Franck, c'est nos sujets aussi. C'est pas parce qu'on a une entreprise, une start-up, que c'est fini, que ce qu'on a évalué il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça marche toujours. Donc, il faut se remettre en jeu tout le temps. Et donc, tout ce qu'on enseigne à des nouveaux entrepreneurs ou entrepreneuses, entre guillemets, il faut se le remettre, être agile, pouvoir remettre en jeu les choses, beaucoup travailler en manière agile aussi entre collaborateurs pour faire évoluer les choses. Et ça, c'est hyper important. Donc, tout ce qu'on dit, c'est pas que pour les nouveaux, c'est aussi pour les anciens qui se lancent, mais aussi pour les anciens qui sont déjà lancés depuis plusieurs années et qui, s'ils n'évoluent pas, que ce soit dans la quête de sens, dans l'engagement territorial, l'impact, dans une vraie expérience pour ses clients et ses collaborateurs, va disparaître très rapidement parce que là, on voit que ça bouge très, très vite, clairement. Exactement, on ne s'endort pas quand on est entrepreneur, rien n'est jamais acquis. Et c'est aussi ça la beauté de l'entrepreneuriat, hein, c'est un challenge permanent. Donc ça, c'est vraiment important. Et dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure aussi, ne pas perdre de vue que l'entrepreneuriat n'est qu'un moyen, ça n'est pas une fin en soi. Et donc c'est le moyen de se réaliser soi-même, de se réaliser au sein de la cité, de participer, d'être utile, voilà, et d'avoir cette idée de collectif. Donc ça, c'est important aussi. Merci Laurence. Auguste, je te laisse faire ton petit mot. On a parlé d'impact. J'ai beaucoup aimé RTE, responsabilité territoriale des entreprises. Ça me parle beaucoup. L'impact est super important. Alors effectivement, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Il ne faut pas oublier que l'entrepreneur, son premier impact, il est négatif. Puisque dans la mesure où il va ponctionner des ressources, forcément, ça va être négatif. Donc la question à se poser, c'est comment je peux avoir un impact le moins négatif possible et peut-être générer quelque chose de positif. Donc, c'est plus ça. Et quelque part, la RTE, ça renvoie à l'idée de rendre, effectivement. Et
deux notions d'impact. La première, quand on crée son entreprise, c'est se poser la question de quel impact je veux avoir. Donc, ça peut renvoyer à la notion de raison d'être, de why. C'est quoi ma raison d'être en créant cette entreprise? Et c'est là où on va se connecter un peu plus aux valeurs des personnes plutôt qu'à des considérations purement produits, etc. Ça pose aussi la question du besoin. Est-ce que mon offre correspond à un vrai besoin? Et on parlait d'idées, avoir une bonne idée pour créer sa boîte. Moi, je dirais que le risque, c'est de temps en temps, c'est de trop focaliser sur une idée, quitte à aller contre le mur. L'idée, c'est plutôt de se dire, c'est quoi le besoin, le vrai besoin, peut-être essentiel, où je vais pouvoir apporter quelque chose ma pierre à l'édifice. Je dirais même d'aller au-delà du besoin. Moi, c'est ce que je dis au chef d'entreprise et à ta collaboratrice que Ouais. j'ai vu hier, c'est se dire que tu as un produit, tu as un service, il faut aller au-delà du besoin. Parce qu'aujourd'hui, on peut répondre à un besoin, c'est facile, mais aller au-delà du besoin et proposer des choses, c'est vraiment hyper important. Et réfléchir aux besoins, parce qu'on est dans un monde qui change et les besoins de demain ne sont pas les mêmes que hier, en fait. Que hier. Et le deuxième impact, c'est celui dont on parlait, c'est comment je peux rendre finalement, parce qu'on parle d'économie régénératrice, on parle, voilà, ce sont des notions qu'on entend de plus en plus. Concrètement, tu l'as dit, je grandis, j'ai pu grandir grâce à un écosystème, j'ai pu grandir grâce à des ressources. Comment je vais intégrer cette question du comment je peux rendre dans mon activité? Et pour moi, voilà, l'impact, il est super important à ce niveau-là. Et voilà. Merci, Auguste. Franck? Moi, j'ai déjà trop parlé. Bah, tu vas faire soft pour la conclusion. Poser. Il ne faut pas le faire de façon. Et il ne faut surtout pas hésiter à se faire accompagner. C'est le c'est le faire, mais Ah oui, tu as fait soft. Tu peux passer le micro, par contre. Je sais, mais. Merci et merci. Ouais, si on peut dire sur le collectif, effectivement, au démarrage, ça peut être individuel, effectivement. Et donc, par rapport à ça, c'est clairement compliqué de se dire que, bah, en fait, c'est du collectif, effectivement, quand on est auto-entrepreneur avec d'autres pour créer l'écosystème. Mais créer une entreprise, en tout cas, la gérer et la faire évoluer, c'est quand même gérer de l'interne, beaucoup de collaborateurs, des managers, des directeurs, voire des CEO. C'est aussi des partenaires. Donc, c'est un vrai projet collectif. Et donc, voilà, il faut embarquer tout le monde et s'adapter à tout, hein. Tout à fait. En tout cas, merci pour votre temps. On a un petit peu dépassé le timing, mais ça va, on n'est pas trop de retard. On vous sollicitera. Oui, si vous avez des questions, on peut le faire. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, le micro, là, il s'est éteint. On va prendre l'autre. Mm. Hop. Merci. Bonjour à tous, Michel Pugliese. Simplement un ingrédient, je dirais, que j'aurais aimé ajouter, puisqu'on a déjà l'accessibilité, la pédagogie, c'est le mot coordination qui ressort, je dirais, de ces échanges très enrichissants. Vous avez parlé de parcours qui n'est pas un long fleuve tranquille à juste titre. Je dirais que c'est un véritable parcours, c'est aussi un engagement et la coordination est au centre des débats. Hein, c'est ce qui ressort également de ce débat pendant 1 heure où il est important de coordonner pour être plus fort ensemble. Merci à vous. Eh ben, merci. Et puis, bah, à très bientôt. L'objectif pendant l'année, voilà, ça va être avoir plusieurs formats présentiels, distanciels, pour que les 12 et 13 juin 2025, on fasse une vraie année quand les gens seront un peu moins apeurés par tout ce qui se passe autour de nous, parce que malheureusement, en ce moment, il s'en passe, et économiquement, et socialement, et politiquement. Donc, on va espérer que les JO vont redonner du baume au cœur à tout le monde. L'euro, on ne sait jamais aussi, pour ceux qui suivent un peu le foot. Voilà, mais en tout cas, c'est une année voilà, qui est intermédiaire et on espère que 2025 sera encore une encore plus belle année et que les entreprises continueront à se développer et auront plus d'impact positif. Merci à vous.